Lights, camera, action! Image sur route. Ouais. Troisième. Ça s'est bien passé du coup là. Ouais, super. Ah ouais, bah là, ouais, c'est génial. Bah là, si tu veux, nous, les tournées d'avant-première, ça se passe incroyablement bien. Mais là, on sent vraiment. Alors moi, c'est la première fois que je viens au BIF, mais il y a vraiment cette ambiance de festival, bon enfant et tout. Oui, pardon. Excuse-moi. Ouais, non, c'est génial d'être là. Moi, je connaissais pas le BIF et là, le premier contact avec les spectateurs, l'ambiance, c'est génial, c'est incroyable. C'est dingue, hein. Ouais, c'est trop bien. C'est pas genre le genre d'endroit comme si tu vas au cinéma. Bah, j'ai vu que vous en avez fait pas mal d'avant-première pour l'instant, donc c'est. Ouais, on en a trop fait cool pas de mal. vous voir ici. Nous, ça nous fait vraiment très très plaisir d'être en Belgique parce que c'est vrai qu'on avait fait de la Japan Expo Belgique et tout il y a très très longtemps. Et à l'époque, déjà, on avait été super bien accueillis, aussi bien par le public que par les organisateurs. On sait qu'on a un public en Belgique, donc ça fait longtemps qu'on n'était pas venu et présenter le film là maintenant, des années après la série, c'est vraiment cool. C'est une dinguerie. Ouais. Est-ce que je pourrais du coup te poser quelques questions? Bien sûr, je t'en prie, vas-y. Alors dans un premier temps, j'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose à te montrer, donc je suis pas genre le fan hardcore qu'on voit en convention qui va commencer à faire du cosplay de ça. Je suis plus un fan hardcore de la série, je connais un peu tous les détails de la série. Donc j'ai juste envie de te montrer une séquence vidéo et voir après te poser une question par rapport à ça. Donc je te donne juste mon téléphone. Yops, juste ici. Normalement il y a le son. Hop là, tu me permets juste un instant. Attends, excuse-moi. Hop. Ouais. Voilà. L'essence dans une station. Et là, le mec, mais comme si de rien n'était, quoi. Rien à foutre. Moi-même, j'étais un peu genre. Mais non, il se dégonfle pas et tout. Un jour, j'aurai des loges. Oh oui, un jour, j'aurai des loges. Du coup, ma question, elle est excessivement simple. Après autant de temps, elles sont comment tes loges? Non, après. Écoute, premier jour de tournage, on arrive. Petite pression quand même, hein. Ouais. On se dit ça y est quoi, ça y est, on va faire ce putain de film quoi. Et premier jour de tournage, on arrive dans la banlieue de Nancy, vraiment au milieu de genre ce qui ressemblerait vaguement à une décharge, tu vois. Et on se dit bon, bah voilà, là on n'est pas dépaysé, on est toujours dans dans des décors bien pourris. Et du coup, on arrive et on voit des carloges. Et je me dis, mais attends, c'est pas possible, quoi. On va être là-dedans, nous. On va aller carloge, quoi, s'il te plaît. T'arrives, tu rentres dans le truc, c'est une caravane, t'es dans ton petit salon, tu peux te faire ton petit thé et tout. Je me dis, waouh, merci la prod, incroyable, ça a duré un jour. Merde. Voilà. Après, c'était fini. Donc, oui, j'ai réalisé mon rêve d'avoir des loges, mais ça n'a duré qu'un jour. Et ça me va très bien, on s'embourgeoise pas trop, tu vois. C'est très bien comme ça. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on a du coup remarqué justement dans le film. Mais merci de me rappeler que... Oui, pardon. Ah oui, bien sûr, sans souci. C'est trop sympa. Merci. Génial. Parfait. Merci. Ok, pas de Merci. souci. J'ai encore envie de te demander du coup, le temps a passé entre la dernière saison du coup du Visiteur du Futur et le film. Mais est-ce que le visiteur a évolué en fonction de toi, de ton âge et de ton expérience? Ouais, tout à fait. Il s'est passé 8 ans entre la fin de la saison 4 et le tournage du film. Et François a vraiment joué cette temporalité. Donc, une des clés pour rapprocher le personnage dans sa version long métrage, c'était effectivement d'assumer complètement qu'on avait vieilli, quoi. Et moi, ça m'allait très bien parce que je pense que ce projet, on a toujours été finalement assez proche de nous. Parce que François, quand il nous a demandé de jouer dans la série, c'est déjà avant tout parce que on était proches dans la vie, quoi. Ouais. Donc je pense que ce qu'on était devait inspirer son écriture. Donc de continuer de travailler dans ce sens-là, c'était très bien. Après, ça n'empêche que ce sont des vrais personnages de fiction qui sont quand même très marqués, avec des caractéristiques assez fortes. Mais ouais, c'est une bonne façon d'approcher ce personnage, d'assumer le fait qu'on a vieilli. Voilà, on n'est plus les mêmes, quoi. Moi, j'ai eu un gamin, j'ai l'impression que dans la vie, je suis un peu plus posé et ça correspond finalement assez bien à la trajectoire du visiteur. Alors, non pas que je suis en train de faire une dépression nerveuse, mais j'ai moins cette énergie, tu vois, complètement folle, quoi. Et d'ailleurs, je pourrais plus faire ça aujourd'hui dans un making-of, de faire le gogol en continu. Mais je ne renie rien, j'ai adoré tout ça. Mais c'est intéressant aussi de voir le personnage évoluer. C'est ça se ressent complètement dans le film, vraiment cette côté hyper maturité que tu as. Et ça dès le premier plan, en fait. Vraiment dès le premier plan, dès qu'on te voit, on fait ok, il y a un game changer qui a eu en toi et tout.
Et même au niveau de ton expérience dans la musique aussi, moi je suis un super grand fan de tes albums. J'ai écouté encore Halfway. Ouais, merci. And Something Have to Be Said, ma préférée, ça, si je peux te le dire merci comme ça. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu penses que Le Visiteur, il est arrivé à la fin de son cycle? Est-ce qu'on arrive enfin à la fin de cycle du Visiteur? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, mais tu sais, quand j'ai abordé le personnage pour le film, j'ai fait comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire ne jamais rien considérer comme acquis avec ce personnage, parce qu'en fait, mes premiers contacts avec ce personnage, c'était vraiment... Il n'y avait pas de logique dans la façon de travailler avec François sur ce perso. C'est-à-dire que moi, je découvrais le personnage au fur et à mesure que François écrivait la série. Donc... c'est très empirique comme façon de faire et c'est très bien, c'est une expérience incroyable, mais il y a vraiment des fois je me disais à Fred, tu sais, à rebours, tu vois, je me disais je comprends pourquoi j'ai fait ça la dernière fois en fait. Tu vois, ce qui est très bizarre pour un comédien, mais ça a été fait suffisamment intelligemment par François pour que tout ça reste cohérent. Et aujourd'hui sur le film, voilà, je continue de prendre un plaisir incroyable à interpréter ce personnage. Mais moi, je pense pas en avoir fait le tour. Je pense même pas l'avoir vraiment complètement compris encore. Donc, je l'ai compris suffisamment pour pouvoir l'interpréter dans le film, dans sa place, dans ce scénario-là, dans cette nouvelle histoire inédite, qui doit permettre à un public de non-initiés de la série aussi d'avoir accès à toute l'intrigue du film et pas de faire juste du fanservice, tu vois. Et donc du coup voilà, c'était un équilibre intéressant de savoir comment faire plaisir aux fans, encore une fois, sans être que dans le fanservice, et de ne pas trahir toutes les années qu'ils avaient passées à nous suivre, aussi bien sur Internet qu'après en roman, en manga et tout, parce que tout cet univers-là est cohérent, et dans le film, on ne le trahit jamais. Donc pour François, en tant que scénariste, ça devait être un travail d'écriture particulièrement difficile, délicat, quoi. Voilà, donc j'espère qu'il y aura des suites aux aventures du Visiteur. Je pense que tous les fans, on l'espère vraiment. Un tout grand merci à toi, merci Florent. Beaucoup. C'était un véritable plaisir. Merci pour toutes ces années de nous faire rêver, nous faire rire. Et on espère se revoir très vite. Ouais, avec plaisir. Donc bienvenue au BIF. J'espère que ça se passe bien l'avant-première et que la tournée des avant-premières se passe bien, aussi bien ici que dans le reste de la France. Alors le film est projeté en ce moment et j'ai passé une tête à un moment, j'ai ouvert la porte. Et on m'a dit non, tu dois te faire une interview. Donc, je suis hyper frustré. J'aurais pu être devant mon film et je suis avec vous là. Oups, désolé. Après, ouais, je comprends. Nous, on a vu le film en interview presse là il y a 3 jours. D'accord. Et juste magnifique. Ah, juste magnifique. J'ai pleuré devant. Je suis fan. Sérieux? Ouais. Ah, trop bien. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps, vraiment. Ça me fait plaisir. Enfin, c'est gentil. Et caméraman qui est juste là derrière qui m'a vu. J'ai pas pu parler pendant genre 1h30. Oh là là. Un véritable scandale. Oh là là, c'est trop. Bah, ça me touche. C'est voilà. C'est juste toutes les émotions d'un vécu, de ma vie et tout ça. Entre autres, grâce à la représentation de la meute. Bien sûr. Enfin, en vrai, c'était un imaginaire. Et là, c'était vrai. Ouais, voilà, pour de vrai. C'était ça. Qu'on pensait pas pouvoir le mettre en scène. Hein. Ouais. Quand on a écrit le roman, justement, on disait ça, on n'aura jamais à le tourner. Et après, on fait mince. Et ça, on sent que c'est un truc. Si je peux te tutoyer, on voit que c'est un truc que t'as pris beaucoup de plaisir à faire. Il y a beaucoup de moments dans le film que j'ai vu, je me suis dit, ok, on voit que t'as un peu kiffé mettre des trucs en disant, je verrai bien si les prods ils acceptent des trucs comme ça. En fait, c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rends compte à quel point les prods m'ont laissé faire des trucs improbables. Je pense qu'eux-mêmes ne savaient pas à quel point ça va être galère. En fait, c'est cette espèce d'innocence, de naïveté a permis au film de se faire, de se dire bon, on verra comment on le fera intelligemment bien sûr, mais de ne pas dire non trop vite, c'est important, je pense. Ouais. Après, il y a des trucs qu'on a quand même coupés parce qu'on ne pouvait pas se le permettre, mais globalement, ils m'ont dit vas-y. Je pensais beaucoup à la scène de la Première Guerre mondiale, entre autres. Oui, là où je me suis dit vraiment, il était devant son ordi, il a dit je la tape et on fait. En fait, à la base, il y avait 3 époques. C'était une scène de baston sur 3 époques. Oh, trop bien. Et on m'a dit tu en choisis une. Et en fait, étrangement, c'est marrant parce qu'elle rend bien à l'image, mais c'était la plus simple à tourner. Enfin, la plus simple, c'était compliqué à tourner, mais en termes de décor, ça demandait pas grand-chose. Ouais. C'est un No Man's Land, voilà. Donc en fait, il n'y avait pas à construire beaucoup de choses. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on a réussi à faire cette séquence, c'est parce qu'il fallait surtout des costumes et des gens prêts à courir dans le froid en boucle. et du coup, je reviens dans la vraie interview, là c'est vraiment le fan qui a parlé. Et du coup, la première question que j'ai envie de poser, c'est à quel point ça a été difficile de rendre le film accessible aux gens qui connaissaient pas la série, mais aussi à ceux qui la connaissent. Bah, ça a été le premier truc difficile à faire. C'est pour ça que j'ai mis 3 ans à écrire le scénario. C'est parce que j'ai mis du temps à me
détaché de mon propre univers. C'est que au départ, je faisais des histoires, j'écris vraiment 10 versions qui sont 10 histoires différentes. C'est pas juste des versions de la même histoire, c'est vraiment 10 histoires avec des personnages, des catastrophes et tout. Et souvent, soit c'était trop mythologique, ça parlait trop du visiteur, de son passé, soit ça parlait trop de Raph, alors que Raph était moins innocent que dans la série, donc du coup on s'identifie moins. Et il m'a fallu vraiment quelques années pour me dire, mais en fait, il faut trouver des nouveaux personnages, il faut centrer le film sur un nouveau duo. Au début, j'osais pas trop parce que j'avais peur que mon frère soit déçu. Et en fait, mon frère m'a dit, mais non, mais t'as raison, il faut que mon personnage soit plus un sidekick qu'au centre de l'histoire. Quoi. Carrément. Ça a dû être une balance assez compliquée justement à gérer. Et justement, est-ce que le fait d'avoir plus de budget a changé la manière de mettre en scène le cadre, le jeu d'acteur ? Et est-ce qu'on peut se permettre de prendre des risques dans l'ensemble de la mise en scène justement avec le budget accordé ? En fait, le problème qu'on a toujours eu, c'est que au fur et à mesure des années avec le Visiteur Futur, à travers les saisons et après avec le film, c'est que plus on a eu du budget, plus on a eu de l'ambition. Donc on n'a jamais eu assez de budget. Donc en fait, on s'est toujours confronté au fait qu'on n'a jamais assez de temps, jamais assez d'argent, et donc il faut être malin, il faut savoir quoi tourner, quoi construire et quoi pas construire. Donc au final, ça n'a pas changé grand-chose. La différence, c'était de se dire, mince, il faut vraiment que ça fasse cinéma, il ne faut pas qu'on se plante. Et au final, très vite, au début, on se dit, oh là là, c'est un film, c'est différent. Mais en fait, dès qu'on se met dans le travail, dès qu'on se pose les bonnes questions avec les personnages, machin, on n'a pas l'impression de faire un truc différent. Ce qui a changé, c'est peut-être, oui, le format d'image qui est cinémascope, alors qu'avant, on était 16/9, donc oui, ça change la composition. Mais ça, c'est vraiment très technique. D'un point de vue de création, c'était le même processus, quoi. Mais avec beaucoup plus de temps en amont. En fait, ce qui est fou avec le cinéma, c'est qu'on met des années à essayer de trouver l'argent et après, on a très peu de temps pour tourner. Mais ça se ressent énormément justement dans la manière dont tu as mis le film en scène, etc. C'est que, je parle en tant que fan de la première heure, c'est qu'on sent vraiment que tu l'as réfléchi, créé vraiment de la même manière, vraiment, mais même pas comme la saison 2, 3 ou 4, vraiment comme la saison 1. C'est ça qui est vraiment, c'était génial. Oui. En fait, c'était difficile, c'est quand même de garder la spontanéité. Même sur un plateau, par exemple, on avait une équipe image hyper forte, etc. Et au début, je n'osais pas cadrer moi-même. Au début, je me suis dit non, je ne peux pas cadrer moi-même, c'est du cinéma et machin. Et en fait, tout le monde était plus à l'aise, même le chef-op, que je cadre moi-même. Parce que ça va plus vite, et 2, je suis plus proche des comédiens. Et moi, j'aime pas être derrière un combo très lointain, assis, en train de dire non, plus à droite. En fait, j'aime bien parler vraiment proche des comédiens, et donc le fait que je cadre, ça m'a vraiment soulagé, et ça a permis d'être plus léger, quoi, plus spontané. Et quand on fait un travail d'aussi longues années, donc plus de 10 ans maintenant, c'est quoi ton futur à toi ? J'en sais rien, et ça me plaît bien en fait de pas savoir. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie où je suis pas en train de présenter un projet tout en travaillant sur celui d'après, ou tout en essayant. Enfin, là, je suis vraiment en train de profiter de l'instant présent. Ce film, on a mis plus de 6 ans à le faire, et donc j'ai mérité de l'apprécier. Alors bon, j'ai pas le trop, mais bizarrement, je le présente à plein de gens dans plein de villes, mais je le vois jamais avec les gens. Donc c'est un peu ça qui est frustrant. Ouais, je me doute. Mais donc là, je profite vraiment de l'instant présent, et c'est trop bien, quoi. Anecdote personnelle, il y a genre 2 ans et demi de ça, j'ai rencontré Slimane Baptiste Deroun à la foire du livre de Bruxelles. Un gars adorable, il m'a permis de passer 2 heures avec lui, on s'est baladé à 2. Trop bien. Et salaud, je lui ai demandé, est-ce que tu as des informations sur le Visiteur du Futur ? Et il m'a dit non. Et maintenant tu viens de me dire que ça faisait 6 ans. Ah ouais. Juste anecdote. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était la période où on savait pas du tout. Déjà, il y avait le Covid, tout ça, qui pointait son nez, donc on était dans un entre-deux chelou. Carrément. Et c'était frustrant pendant toutes ces années, parce que on travaillait sur le film, on le préparait, on était à fond dessus, et en même temps rien de très officiel n'était lancé, donc du coup on était dans un entre-deux chelou, et ça nous a frustrés pendant des années. Donc j'étais hyper content quand j'ai pu dire c'est bon, on va le faire, j'étais soulagé. Je pense qu'on a terminé. Voilà, on m'a fait un signe pour dire que c'est terminé. On a fait un signe, on m'a fait un signe qui fait peur. Non, mais le signe de je vais te buter si tu continues. C'était vraiment une menace, quoi. Je suis sûr, il y a d'autres personnes qui attendent. Mais en tout cas, un tout grand merci, François. Merci à toi. Un tout grand merci pour ce film, un tout grand merci de nous avoir fait rêver durant toutes ces années, d'avoir fait réveiller à nous la passion du cinéma, et se dire qu'en fait, finalement, tout est possible. Voilà, moi j'ai pleuré, je vais encore en pleurer. J'ai du mal à en parler encore maintenant.
Un tout grand merci François. Merci à toi, c'est C'est super. un fan qui parle. Du coup, ma première question, c'est le Visiteur du futur a une très grosse communauté sur Internet. Ouais. Comment est-ce que l'on pense à la distribution d'un film comme celui-ci? Y a-t-il une plus grande facilité car il y a déjà une communauté où tout est à refaire? En fait, tout est à refaire parce que d'abord, la série s'était arrêtée en 2014, je crois, si je ne me trompe pas, la 4e saison. Donc quand on a commencé à rentrer dans le processus de production du film, Oui. la série n'était pas en plein boom sur Internet. Elle avait eu son public déjà acquis, mais François voulait plus continuer à faire des saisons, donc il fallait déjà s'assurer, en tout cas faire le pari que les gens qui avaient vu la série, qui étaient fans de la série, viendraient voir un film qui sortirait, comme vous le voyez, 8 ans plus tard, puisqu'on est en 2022. Donc il n'y a pas de... Et puis en plus, c'est difficile de quantifier une communauté de fans comme ça sur une série comme celle-là. On sait qu'elle est importante, mais on sait qu'il y a eu des dizaines de millions de vues, plus de 50 millions de vues. Mais c'est difficile de dire il y a à combien exactement de personnes cette communauté se monte et si elle est fidèle et si 8 ans après la fin de la série, elle est fidèle, elle peut être fidèle à un film qui sortira et beaucoup plus tard. Ce qu'on voit, et c'est ce qui nous satisfait déjà beaucoup, c'est qu'en fait partout, puisque là on est en pleine tournée en France en ce moment et également, on a fait une quinzaine de villes et hier soir on était au Grand Rex à Paris qui était archi comble. Ce qu'on voit, c'est que la communauté, elle est toujours là, elle existe toujours. Et des gens qui n'attendaient que ça, à vrai dire, qui attendaient de voir revivre les personnages, de les voir l'univers évoluer, se prolonger, etc. Hier, pendant la projection au Grand Rex, c'était un peu comme dans les Marvel. À chaque apparition d'un personnage de la série, que ce soit le Visiteur bien sûr, mais Castafolt, Raph, etc., les historiques, la salle entière hurlait en disant « Ouais, super !» Applaudissements nourris pendant... Donc il y a effectivement une communauté très très forte et qu'on retrouve en province en France, qu'on retrouve ici avec plein de gens à Bruxelles qui connaissent également la série. Donc voilà, après le pari, c'était à la fois de faire un film qui donne envie à la communauté de la série de venir le voir, qui la satisfasse, parce que la pire des hypothèses ça aurait été qu'on fasse un film mais que la communauté de fans de la série ne soit pas contente. Oui. Et le pari aussi, c'était d'élargir, parce qu'un film de cinéma, ça s'adresse à un public large, et d'aller chercher pour faire découvrir l'univers du Visiteur à des gens qui n'ont jamais vu la série. Donc voilà, c'est ça vraiment le pari. Et j'ai l'impression qu'il est en train d'être tenu. On va voir après, au moment de la sortie, effectivement, s'il y a des gens, au-delà des gens qui connaissent la série, qui ont envie de le voir. Mais ce qu'on voit en France, c'est que c'est en train, a priori, de s'élargir petit à petit comme ça. Et on espère que la semaine prochaine, quand il va sortir ici et dans toute la France et dans toute la Belgique, qu'on constatera un phénomène comme celui-là. J'ai une question au niveau budget du film. Je pense qu'il est estimé à 4,4 millions d'euros. C'est pas qu'il est estimé, hein, il a coûté un peu plus de 4 millions, 4 millions et demi, on va dire. Mais il faut savoir quand même que les premières estimations, quand on a eu le scénario de François, c'était 7-8 millions. Oh, quand même. C'est assez intéressant, mais du coup, je vais quand même revenir à ma première question. Ouais. On avait vu qu'il y avait les tax shelters en fait dans le générique du film, si je me souviens bien. Absolument, on a travaillé avec Scope. C'est ça, d'accord. Oui, on a travaillé avec Scope. Il y a un certain nombre de techniciens belges qui ont participé au film, notamment des électriciens, des machinaux, qui sont venus tourner avec nous à Nancy. Il y a du matériel qui est venu de Belgique. Et donc c'est une coproduction comme ça se fait sur plein de films entre la France et la Belgique, avec cet apport de tax shelter, effectivement. En fait, le tax shelter, on n'a pas besoin de tourner en Belgique pour avoir le tax shelter. Non, c'est des dépenses qui sont liées à des dépenses qu'on fait en Belgique, je vous dis, auprès de techniciens belges. Alors ça peut être des comédiens, en l'occurrence c'était pas le cas. Techniciens, matériel, ça peut être de la post-production.
Voilà, donc c'est pas uniquement du tournage Belgique, absolument. Je vais revenir à vos propos sur le fait que vous avez dit que de base, le budget de Visiteurs du Futur était estimé de 7 à 8 millions. Première version du scénario que François, qu'on a fait estimer, où il y avait des scènes un petit peu en plus. Hein. On a été obligé avec François d'étudier justement, mais c'est sa grande intelligence aussi, c'est de comprendre ces enjeux-là très bien, puisqu'il a fait ça à la débrouille depuis le début. Et de lui dire, par exemple, le voyage dans le temps, à un moment, il y a une scène, vous verrez, on se retrouve sur un champ de bataille en 14-18. Dans le scénario initial, il se retrouvait en 14-18, puis après au Moyen-Âge, puis après dans une guerre napoléonienne, et puis après dans... Voilà, donc à un moment, on a dû réfléchir avec François à la manière de garder l'esprit du film, mais en rentrant dans l'économie du film, parce que 4,5 millions pour un film de science-fiction, c'est pas cher, mais pour un premier film en France, ça reste un budget assez élevé, et avec en plus des comédiens qui sont très connus sur le web. Je ne parle pas d'Arnaud Ducret, qui était notre comédien venant du cinéma et justement qui venait aussi, qui a pu permettre à des financiers de se dire on a une star de cinéma qui va attirer un autre public. Mais l'idée, c'était de garder l'esprit de la série et donc de réunir un budget de 4,5 millions sur un casting de comédiens dont c'était le premier film au cinéma. Il fallait aussi trouver des solutions. Voilà. On a une question par rapport pas vraiment à la distribution, mais aux gens qui sont présents en fait lors des diffusions des films. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais qui était présent au Grand Rex à part François Descraques Toute l'équipe. Même l'équipe technicien du film Non, alors l'équipe technicien du film, ils ont déjà vu le film. On a fait une soirée projection équipe avec toute... alors je crois qu'il y a des techniciens belges qui vont le découvrir ce soir quand même à Bruxelles. Le film qui n'était pas forcément... Certains étaient à Paris, je crois, mais pas tous. Donc il y a peut-être certaines personnes qui vont le découvrir ici à Bruxelles. Mais hier soir, il y avait tout le casting, les comédiens... principaux et tous les guests que vous voyez là qui sont McFly et Carlito. Alors McFly et Carlito n'ont pas pu venir, mais ça allait être David Marsay du Palmacho voilà, il y avait toute une partie du cast qui était là. Mais du coup, justement, pour en revenir avec ces techniciens, justement, c'est une constatation que nous on fait, et peut-être qu'on se trompe complètement. C'est vrai que parfois dans les présentations de films, les techniciens ne sont pas souvent présents. Et par exemple ici, une personne que l'assistante réalisatrice Yona Katz ou Julie Collet, la script, ou même l'ingé son qui est Thomas Gastinel, qui a quand même un assez beau palmarès en fait de travail. Ouais, on se demande en fait pourquoi ils sont pas des présents. très très bons techniciens. Hein. On se demande pourquoi est-ce qu'ils sont. Mais si, Thomas Gastinel, il était à Metz, on a fait une projection. Ah du coup c'est pour ça, je ne sais pas du tout s'ils étaient là ou pas. Il a fait une projection, il était avec nous à une projection à Metz, puisqu'on a eu le soutien de la région Grand Est en France. Et Thomas est un résident à Metz, donc il était là avec la présentation du film. Chef opérateur, il était là hier soir avec nous à Paris, bien sûr, mais on avait une équipe d'excellents, formidables techniciens qui nous ont en plus permis de tourner le résultat que vous voyez. Et c'est aussi François qui a tenu ce pari-là, de tourner ce film-là en 33 jours, ce qui est très très serré. Pour un film comme celui-là, où vous avez beaucoup d'effets spéciaux, énormément de décors, des scènes différentes. Voilà, donc... Mais les techniciens, vous inquiétez pas, on les oublie jamais. Le cinéma, c'est un sport collectif. Et on sait, que ce soit François ou nous en tant que producteurs, on sait à quel point une équipe technique, c'est fondamental pour le film. Donc on fait très attention à qui travaille, avec qui... Chef opérateur, il est venu, il avait déjà travaillé avec Mathieu Missiraka, il avait déjà travaillé avec François. Thomas Gastinel, il était nouveau, mais on connaissait son track record et donc on a eu beaucoup de plaisir à l'embaucher. Même chose pour tous les gens qui ont travaillé sur le film. C'est une équipe de techniciens formidable. Le décorateur a fait un travail incroyable. Vous êtes vous-même technicien et vous pensez que... Non, en fait c'est justement la question qu'on pose, comme c'est la première fois qu'on fait ce genre d'événement. Et j'ai vu à l'annonce que vous étiez là. Que le public s'en rend moins compte parce que
Ce qu'on voit à l'écran et ce que les gens voient, c'est évidemment les comédiens, même plus que le réalisateur. Mais donc c'est normal que ce soit eux les stars, parce que en même temps, le cinéma, voilà, c'est fait pour le public. Donc il faut s'intéresser à la manière dont un film est fait et un film est fabriqué pour savoir comment et qui est au son, à l'image, au décor, au costume. Pareil, sur les costumes, on a un boulot incroyable sur ce film. Donc non, on avait une superbe équipe de techniciens. Ouais. J'ai une dernière question. Ouais. Je suis désolé parce que je trouve ça super intéressant. C'est votre relation avec l'assistante réalisatrice Yona Katz. Ouais. C'est elle qui a estimé en fait le plan de travail à 33 jours où vous avez fixé en fait un temps aussi restreint pour le film ou justement parce que... Non, alors Johanna d'abord c'est une excellente première assistante très expérimentée. C'était important pour François aussi d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, qui l'aide à maîtriser la lourdeur plus importante du cinéma par rapport à des tournages web. Johanna, elle a été parfaite dans ce rôle-là. On avait cette contrainte, et c'est souvent le cas maintenant sur la manière dont on monte les films. C'est-à-dire qu'on raisonne aussi en fonction du financement qu'on a et qu'on sait qu'on ne pourra pas se permettre de tourner 40. Il y a 15 ans, on tournait plus souvent 40 jours que 35. Maintenant, on tourne plus souvent 35, voire 30 que 40. C'est très luxueux maintenant de tourner 40 jours. Mais bien sûr, l'assistante, la première assistante ou le premier assistant a un rôle fondamental dans la décision qu'on prend. Il faut qu'il la valide, il faut qu'il l'accompagne et d'une certaine manière, avec le réalisateur, ils sont garants du plan de travail. Donc il faut qu'ils se sentent qu'ils le maîtrisent. Et voilà. Et on a souvent des débats en disant, avec une première assistante qui va nous dire non, ça, si vous voulez qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse un choix sur une scène, il faut qu'on la fasse différemment, il faut qu'on enlève une scène ou qu'on la raccourcisse ou qu'on la pense autrement. Donc voilà, c'est un dialogue en fait. C'est un dialogue en fonction des contraintes multiples. Puis il y a aussi les décors à prendre en compte, il y a les disponibilités d'acteurs, il y a les disponibilités des décors, j'en ai parlé. Donc voilà, c'est une gestion de multiples contraintes qui viennent un peu de tous les côtés. Et la première assistante, avec le directeur de production qui a un rôle très très important sur les tournages et qui est peut-être de tous les techniciens celui dont on connaît le moins le rôle, qui est celui qui garantit le budget et qui surveille la manière dont le budget est dépensé tous les jours et donc qui est en dialogue avec tous les chefs de poste, la première assistante, le chef déco, les costumes, pour s'assurer que tout contient bien dans le budget qu'on a. Oui. Et ça, c'est un poste, par exemple, qui est très ignoré, qui est un métier à la fois très très riche et très compliqué. Et voilà, donc c'est un métier très intéressant en même temps. Super. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre temps. Mais je vous en prie. Et j'espère qu'on se recroisera dans d'autres festivals pour parler de cinéma encore une fois. J'espère, absolument. Teach one, we reach on Maryland and Cincinnati to the Far East, son. And we just begun to spread the gospel. Substantial pace rock, hip-hop apostles. Far from preaching, but this art you call rapping. Taking y'all back when before this all happened. Frontin' hardcore when you barely soft porn. Never penetrating the end to get your heart warm. Rock on at the ridiculous pace. Disrespect hip-hop and I'll spit in your face. These kids are a waste of oxygen. It's madness, get in your case and all your shit. Like bag checks, got my eye on ya. Like insanity, grab ya. Y'all see packaging, and I can't stand rappers. It's bound to get ripped and then turned into garbage. I stay blessing mics, my followers pay homage. Sub saying blessing it, yes I am blessing it. You be polite, oh yes we stay blessing it. Hey, I'm blessing it, yes I stay blessing it. 5 B's forever, you know we stay blessing it. Sub saying blessing it, yes I am blessing it. You be polite, oh yes we stay blessing it. Hey, I'm blessing it, yes I stay blessing it. 5 B's forever, you know we stay blessing it. On point like a pimp we right with, living righteous. In these times of peril and crisis, the pain is creatures lifeless. Yeah. What's the matter? Who's the nicest? Who's alive? Who's gonna live to see the livest? Hopefully me, my lifeline of MC extends past the paying dues. How much it costs to be free? Deep rooted underground, but on the surface a tree.
branching out, all I ever really wanted to be. They wanna put us in a box and then pack it away, but we ain't having that. No parts, no which way. Yo, I'm going to the top and that's where I stay.